et bienvenue à ce nouveau numéro des Petits Déj Pro, le 17e, le nouveau numéro de l'année 2022, et ce qui me permet de vous souhaiter une bonne année 2022 au nom de l'ERET et du Rubixco. Les Petits Déj Pro, donc c'est un format une fois par mois, tous les vendredis, les premiers vendredis du mois, où on a la possibilité de proposer un sujet en termes de gestion d'entreprise pour aider les décideurs du territoire. C'est co-organisé par l'association l'ERET et le Rubixco. J'excuse ce matin son président Maxime Lehoux qui ne peut pas être présent pour cette session. Je remercie Anne-Sophie sur la partie technique ce matin qui nous aide à organiser ce live. Et donc ce matin, on va essayer d'esquisser un sujet qui fait écho au précédent Petit Déj Pro. On était sur comment préparer sa rentrée en termes de campagne commerciale. Et là, on est sur une technique qui est le leasing qui nous permet justement de booster ses ventes. Donc ce matin, on accueille Jérôme Caillard qui va nous faire le plaisir de dispenser cette thématique. Je vais te laisser te présenter, Jérôme, et tout de suite derrière nous proposer ta session ce matin. Faire la présentation. C'est ça. Ça marche. Merci, merci Soufiane. Effectivement, également j'en profite en ce début d'année pour vous présenter à tous mes meilleurs vœux de santé et, voilà, et de bonheur. Merci également à Anne-Sophie pour toute la partie logistique. Merci à Maxime pour les échanges que j'ai pu avoir avec lui avant ce petit déjeuner. Et puis merci au Rubixco pour justement donner cette opportunité de faire ce type d'éclairage. Voilà. Pour me présenter rapidement, donc, je suis Jérôme Caillard, j'ai 50 ans. Je travaille dans le leasing maintenant, tout ce qui est financement aux entreprises depuis plus de 15 ans, avec différentes expériences. Et là maintenant, depuis un peu plus d'1 an, je suis à mon compte et je travaille en tant que courtier en financement, justement sur toute cette partie financement aux entreprises. Voilà. Donc le point aujourd'hui que je souhaite aborder avec vous et vous présenter, c'est le leasing dans ses généralités, mais avec des focus un peu particuliers, effectivement booster ses ventes. Et puis indiquer aussi aux chefs d'entreprise l'intérêt de ce type de produit pour diversifier ses sources de financement. Voilà. Donc, pour démarrer, je fais la mauvaise manip. Voilà. Alors, c'est comme ça. Voilà, c'était dans l'autre sens. Voilà, donc ce que je disais en introduction, le leasing, l'envisager comme un outil financier supplémentaire pour le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise a à sa disposition beaucoup d'outils, dont financiers, proposés notamment par son banquier, mais il y en a d'autres, et le leasing en fait partie. Deux parties, un outil d'aide au développement des ventes. J'ai indiqué entre parenthèses vraiment un point de vue fournisseur. C'est-à-dire que vraiment, on est sur une entreprise qui vend des matériaux, et c'est de dire, c'est vrai que le leasing, ça peut être un outil de développement pour vos ventes. Donc ça, c'est un point que je vais aborder. J'en parle parce que toute entreprise qui vend des matériaux, tout est susceptible d'être financé en leasing. On connaît le leasing, pour certains, le plus connu, parce que c'est un petit peu l'école même du leasing, c'est tout ce qui est photocopieur. Toute cette école-là, où aujourd'hui un photocopieur ne s'achète pas, mais quelque part, il se loue. Il se loue. Tout le développement du leasing se fait par rapport au photocopieur. On est plus sur la notion de consommable, le papier, les cartouches d'encre, plus que l'appareil en lui-même. Mais les vendeurs de photocopieurs, eux, ne vendent plus, ça fait bien longtemps qu'ils ne vendent plus le photocopieur, mais ils vendent un loyer. Voilà. Du consommable et de la maintenance. Et de la maintenance, donc tous les services afférents à ce type de matériel. Mais on est vraiment tout type de matériel. On parle beaucoup de la location de voitures, notamment véhicules utilitaires, de camions ou autres. Voilà, typiquement là-dessus aussi. Deuxième axe que je souhaitais développer, c'est ce que je disais aussi en préalable, un outil de diversification des sources de financement. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que l'entreprise peut vite se retrouver dans son développement limité par le banquier et autres. Donc voilà, donc ça c'est aussi un autre élément. Alors, on n'y coupera pas. Qui dit leasing dit définition.
Alors pourquoi j'ai fait quand même un point un petit peu sur la définition parce que je pense que quand on est tous dans nos métiers, a fortiori depuis de nombreuses années, on a une tendance, on a des croyances que tout le monde connaît. C'est vrai que quand on est dans le monde de l'entreprise, on dit leasing, oui, je connais, et ainsi de suite. J'ai eu encore pas longtemps la surprise d'avoir un client, enfin un nouveau client, à prospect à l'époque, qui m'a dit mais alors par contre, moi je ne connais absolument pas. Moi, tous mes financements, tous mes investissements, tout passe par mon banquier, et moi je fais du crédit classique. Donc on m'a parlé du leasing, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà. Donc j'ai pris le temps de lui expliquer. Les explications ont dû être suffisamment bonnes puisqu'on a travaillé ensemble. Oui. Voilà. Donc c'est un point important, c'est de revenir sur la définition. Alors leasing, c'est un mot, c'est un anglicisme, hein, c'est un mot anglais, qu'on peut traduire en français par un contrat de crédit bail ou de location financière portant sur un bien d'équipement mobilier. Alors j'insiste là parce que c'est plus ma partie sur la notion de mobilier, donc matériel, à usage professionnel. Pourquoi j'insiste sur mobilier? Parce qu'on peut aussi faire du crédit bail immobilier. Donc sur le bâtiment, on peut en faire aussi. Voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, donc on peut en faire. Donc bien d'équipement à usage professionnel, prévoyant une durée irrévocable de location. Ça fait partie effectivement des éléments clés du contrat. Vous avez un locataire, celui qui va louer le matériel, vous avez celui qui achète le matériel, donc le prêteur, et vous avez le fournisseur, celui qui fournit le matériel. On est bien sur une relation tripartite, mais avec un matériel qui est bien défini et une durée de location et un loyer bien défini. Donc ça, c'est la base du contrat. Je vous ai indiqué ici, un petit peu en différence, c'est que le contrat de location financière, à la différence du crédit bail, peut inclure l'assurance du matériel, les entretiens, les consommables, tout ce qui est forfait, et ainsi de suite. Donc ça peut être inclus. C'est ce qu'on appelle... C'est optionnel? Alors c'est optionnel, ça peut intéresser notamment effectivement les fournisseurs aussi qui vendent du matériel. Je suis désolé, ça va faire, parce que dans un métier où il y a beaucoup d'anglicisme, c'est ce qu'on appelle du full service. Voilà, on est une espèce de package, décidément je ne vais pas y couper, on est une espèce de package où je dirais le locataire, lui ce qui l'intéresse, l'entreprise, c'est de payer un loyer où tout est inclus. Il n'a pas à se poser la question, effectivement, de voilà, mais est-ce que je prévois de l'entretien autre? Non, tout est inclus dedans. Voilà. Là, on est plus sur un sujet de location financière. Petit point, et là, c'est plus en termes de langage. Quand on parle de crédit bail, de leasing, souvent, effectivement, ce qui peut être fait, c'est un amalgame avec la LOA. La LOA, c'est location avec option d'achat. Alors, c'est un terme, bien sûr, qui tourne bien, mais par contre, qui est spécifique au financement aux particuliers. Donc ça va être tous les concessionnaires automobiles qui vont plutôt faire de la LOA pour les particuliers. Le sujet aujourd'hui, ce n'est pas la vente aux particuliers, mais la vente aux professionnels. Voilà. Du B2B, tout à fait. Je reviens en arrière. Voilà, je vais prendre le réflexe. C'est vrai que le réflexe... Oui. Bon. Voilà. Le déroulement de vie du contrat, c'est ce que je vous disais précédemment. On est vraiment sur une relation tripartite. L'entreprise qui est au cœur du process. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise qui va quand même choisir son équipement, l'équipement dont elle a besoin pour se développer, pour progresser et ainsi de suite. Le fournisseur, c'est elle qui choisit son fournisseur. Et elle va aussi choisir la société de leasing ou son propre banquier. Son banquier qui peut proposer du crédit bail. Voilà. L'entreprise, une fois qu'elle a fait ses choix, la société de leasing contracte avec elle un contrat de location ou de crédit bail par lequel elle va lui louer le matériel. Cette société de leasing va acheter le matériel au fournisseur. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui achète directement au fournisseur, ça passe bien par une société tierce, la société de leasing, qui achète au fournisseur. C'est un point important, elle achète le matériel, donc ça veut dire qu'elle est propriétaire du matériel. Qui fait la démarche? C'est l'entreprise ou c'est le fournisseur d'échanger avec la société de leasing et d'organiser les deux. Ça peut être le cas, comme je disais précédemment, si c'est le fournisseur qui vend du matériel, il peut être incité à proposer à son client, l'entreprise, de dire... Cette option-là. Voilà, plutôt que de vous vendre le matériel, est-ce que ça vous intéresse de passer par un leasing? Ah oui, effectivement, pourquoi pas. Voilà, donc ça peut être ça. Mais ça peut être aussi l'entreprise qui dit au fournisseur,
moi je souhaite investir, mais voilà, j'ai pas forcément envie de mobiliser ma trésorerie ou faire de l'autofinancement pour acheter le matériel. J'ai D'accord. plutôt besoin de le financer. Est-ce que vous connaissez une société de leasing? Ou moi je travaille déjà avec un courtier ou mon banquier ou une société de leasing, donc je vais passer par elle. Aucun problème. On est vraiment sur une relation contractuelle tripartite qui est très très classique. Voilà. Et la relation entre l'entreprise et le fournisseur lui fournit le matériel. Après, il y a toujours la garantie sur le matériel, 1 an, 2 ans, tout le suivi dans tout la vie, je dirais, de ce matériel. Donc, c'est vraiment toute la relation entre l'entreprise et le fournisseur. Donc ça, c'est vraiment le démarrage du contrat. D'accord. Et ensuite, arrive donc le déroulement du contrat. Alors, là, j'ai sauté une étape, mais c'est pendant la vie du contrat, c'est très simple. Hein, l'entreprise paye le loyer à la société de leasing. Je dirais que tant que l'entreprise paye le loyer, il ne se passe absolument rien. Et alors, je zappe effectivement cette étape. On passe le fait que voilà, tout va bien se passer. Et arrive la fin du contrat. Quand arrive la fin du contrat, donc on est parti sur une durée, ce que je vous disais précédemment dans les définitions, on est sur une durée définie qui est de 60 mois, 48, 84 mois, 72 mois, vraiment toutes les durées possibles et imaginables. Alors on reste quand même malgré tout sur les durées, on est sur du financement à moyen terme. Hein. On n'est pas sur du long terme. Là, on va plus une approche crédit bail liée à l'immobilier quand on est vraiment sur du long terme. Mais la durée maximum, je dirais en crédit bail location financière, dans ce qui se pratique, c'est entre 72 et 84 mois, 6 ans ou 7 ans. Plus exceptionnellement du 8 ans. Mais bon, c'est vraiment exceptionnel sur des matériels qui ont une longue durée de vie. Alors, c'est vrai que ça n'empêche pas, parce qu'il y a des matériels qui vont rester 10-12 ans dans l'entreprise, mais le financement va plutôt se faire sur 5-6 ans. Pourquoi? Parce que la société de leasing, elle a aussi intérêt à ce que l'amortissement quand même se fasse pour pouvoir plus rapidement possible. Plus rapidement possible aussi par rapport à une question de risque liée au matériel. On a tous en tête un véhicule, une voiture. Un véhicule, il décote très très rapidement. Un matériel industriel, c'est pareil. Un matériel industriel, il rentre dans l'entreprise, la première année, il décote grosso modo de 30%. Sauf qu'un financement, l'amortissement, c'est pas 30% la première année. Donc l'entreprise de leasing ou le banquier aura plutôt lui intérêt à réduire la durée, là où l'entreprise, le client, lui, aurait tendance à vouloir une durée la plus longue possible. Donc c'est de trouver le bon compromis entre les deux. Quand arrive la fin de contrat, je vous ai mis, il y a 3 choix possibles. Alors, la plus classique, c'est que l'entreprise rachète le matériel à la valeur qui est convenue dès le départ. Voilà. Je dis, ça c'est vraiment, on va dire grosso modo, je dirais 90-95% des cas. Voilà. Ceci étant, il a une autre possibilité. Alors, j'insiste sur le fait que ce sont 3 choix possibles. C'est-à-dire qu'en début de contrat, même pour un contrat de crédit bail, il ne décide pas tout de suite. Il n'a pas à décider ce qu'il va faire dans 5 ans, ou dans 6 ans, ou dans 7 ans. C'est ça l'intérêt de ce type de produit. C'est-à-dire que c'est vraiment la souplesse par rapport à un crédit classique. Quand l'entreprise fait un crédit classique, elle achète le matériel. Donc, elle en est propriétaire. Donc, c'est parti. Là, c'est de se dire, mon activité est telle qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ce matériel, mais dans 5 ans, qu'en est-il? J'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Est-ce que j'aurai toujours besoin de ce matériel-là? Est-ce que j'en aurai le même usage? Est-ce que ce matériel-là correspondra à ma production du moment? On ne sait pas. J'achète aujourd'hui un matériel qui répond effectivement à ma demande, mais si ça se trouve, mon chiffre va exploser, ce que je souhaite effectivement à toute entreprise, et que là, la machine ne soit plus, je dirais, en capacité de suivre, et qu'elle a peut-être besoin, je dirais, d'un matériel nouveau, plus performant. Voilà. Il y a tout aussi de l'évolution technologique qui est faite, les économies d'énergie réalisées aujourd'hui sur les matériels et ainsi de suite. Donc il y a énormément d'éléments. Donc il y a des éléments qui sont déterminés dès le départ, voilà. C'est-à-dire la durée de location, le prix, et par contre il y a les possibilités de sortie qui sont à définir jusqu'au dernier moment. Oh, exactement. D'accord. Tout à la fin. Voilà. Donc, je vous disais, donc c'est la plus grande partie, ça va être l'achat du matériel.
La logique veut que quand vous avez payé un matériel, payé des loyers pendant 5 ou 6 ans, vous l'achetiez à la fin. Ceci étant, vous pouvez aussi décider de prolonger la location. Alors, je dirais un cas, c'est par exemple, vous arrivez en fin de contrat, le loyer, le contrat se termine, et puis vous avez un nouveau matériel qui arrive pour le remplacer, sauf que on le vit en ce moment, retard d'approvisionnement dans les pièces. Il y a plein d'éléments qui font que la machine qui devait arriver début février, finalement n'arrivera qu'en juillet. Voilà. Bon, ce que vous faites, c'est que vous prolongez la location de quelques mois, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a pas de rupture dans la chaîne de votre production, et puis vous remplacez quand le nouveau matériel arrive. Donc la société de leasing est très très souple par rapport à ça, elle prolonge de quelques mois, voilà, c'est terminé. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas de rupture. Donc ce qui est important, on est vraiment à un contrat qui est souple par rapport à la vie de l'entreprise et de tous ses aléas. Et dernier point, vous pouvez l'acheter, vous pouvez prolonger, mais aussi vous pouvez restituer le matériel. Alors il dit, mais quel est l'intérêt quand j'ai payé pendant 5 ou 6 ans des loyers, quel est l'intérêt de le restituer? Tout simplement ce que je disais un petit peu précédemment, c'est que le matériel ne convient plus. Quel est l'intérêt pour une entreprise de stocker des matériels qui ne vont pas servir? On parle d'entreprises avec des moyens de production, avec un chiffre d'affaires à réaliser. Si la machine dont elle n'a plus besoin est stockée dans un coin de l'atelier, à part prendre la poussière, ça ne va pas rapporter grand-chose. Voilà. En plus, en termes de valeur, je pense des entreprises de mécanique, des entreprises dans l'agroalimentaire, c'est pas la matière qui va leur rapporter quoi que ce soit. Ils n'ont pas forcément, l'entreprise n'a pas forcément la capacité de revendre elle-même le matériel, parce qu'elle n'a pas forcément les réseaux. Donc elle peut être aussi tout à fait aussi intéressée à restituer le matériel au fournisseur. Terminé, je n'en veux plus. J'ai payé un loyer, certes, mais j'ai plus besoin de la machine. Donc quel est l'intérêt pour moi de la racheter? Je la rachète, mais qu'est-ce que j'en fais? Je ne peux pas la revendre. Alors que, à la limite, le fournisseur, lui, il a le réseau pour la revendre. Donc ça peut être un choix. Et j'ai rajouté ici, ou la mise en place d'un nouveau contrat. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur une machine, je ne vais pas dire obsolète, parce qu'on est sur des durées de 5-6 ans, mais avec une nouvelle technologie ou avec des nouvelles cadences plus importantes pour l'entreprise et plus intéressantes par rapport à sa production, elle peut dire, je remplace ce modèle-là par le nouveau modèle qui sera plus performant. Et l'intérêt, c'est que quelque part, en termes de prix, c'est pas beaucoup plus cher. Donc en termes de loyer, je vais avoir sensiblement le même loyer. Donc il y a une espèce de continuité. Il n'y a pas un saut de charge énorme entre l'ancien contrat et le nouveau. Non, c'est ce qu'on appelle généralement des transferts de charges. Je payais 1 500 € par mois avant, je vais payer 1 600 maintenant pour une machine qui va être plus productive, qui va me permettre d'augmenter ma productivité, mes cadences et ainsi de suite. Donc il y a un intérêt à ça. Et notamment, la mise en place d'un nouveau contrat, ça peut être intéressant aussi quand le fournisseur propose de reprendre l'ancien matériel. Voilà. Donc je restitue le matériel au fournisseur et je repars sur un nouveau contrat. D'accord. Voilà. Je vous ai mis ici les différents points importants sur le crédit bail et la location financière. Alors je fais juste une petite parenthèse. Par rapport à la présentation, parce que ça a été moins le sujet, et puis par rapport au côté timing dans la présentation, j'avais prévu effectivement de parler de la différence entre le crédit bail et la location financière. Je mets ça de côté volontairement. Voilà, pour faire vraiment rester sur le focus. S'il y a des questions après par rapport à ça, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Donc les avantages et inconvénients du crédit bail et de la location financière. Alors vous avez vu sur le schéma une grande flèche pour les avantages, une petite flèche pour les inconvénients. Tout simplement, après je prêche un peu aussi pour ma paroisse évidemment. Non, mais c'est sur un produit que je connais, donc il y a tous les avantages que je vais indiquer. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour l'entreprise, c'est qu'on fait un financement à 100% du matériel, y compris la TVA. Ça, c'est un point important. Une TVA à 20%, quand vous achetez une entreprise achète une machine à 100 000 € hors taxe, elle va faire un crédit à 120 000 € ou elle va devoir débourser 120 000 €. Alors les 20 000 € qu'elle récupérera, évidemment, mais il y a toujours ce délai-là. Et puis dans un temps donné actuellement où la trésorerie quand même a toujours été
je pense encore davantage aujourd'hui, le nerf de la guerre. C'est important effectivement pour l'entreprise de ne pas mobiliser trop sa trésorerie par rapport à ça. Donc le financement à 100%. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que l'entreprise de leasing, ce que je disais tout à l'heure, elle achète le matériel en lieu et place de l'entreprise. Donc elle est propriétaire du matériel. Et on est propriétaire du matériel quand on a payé 100%. Voilà. Ça n'empêche pas que l'entreprise peut mettre ce qu'on appelle un premier loyer majoré, l'équivalent d'un apport. Voilà. Mais malgré tout, ça reste, l'entreprise, la société de leasing finance bien à 100% le matériel. Je parle aussi, tout à l'heure j'ai évoqué effectivement la notion de souplesse par rapport à la fin du contrat, mais il y a aussi une souplesse par rapport à la différence du crédit, par rapport à tout ce qui est, je dirais, les loyers. Alors moi j'ai un adage qui est dire, c'est plutôt aux financiers de s'adapter aux besoins de l'entreprise, plutôt que de l'entreprise de s'adapter aux besoins du financier. En clair, on a souvent, ce que j'entends souvent, c'est la réponse classique, c'est de dire on va faire un contrat de location sur 60 mois. Quoi. Voilà. C'est parfait. C'est ça nous a permis de faire une petite pause. Voilà. Oui, sur les loyers dégressifs, tout simplement, voilà, l'entreprise a un nouveau contrat avec un client qui lui assure un chiffre d'affaires supplémentaire pendant 2 ans, mais elle a investi dans cette machine-là, c'est très bien, mais au bout de 2 ans, elle n'est pas sûre que son contrat soit renouvelé avec son client. Donc elle va peut-être avoir intérêt à maximiser ses loyers pendant 2 ans tant qu'elle a le contrat, pour ensuite se retrouver au bout de 2 ans avec des loyers plus bas, au cas où le client ne renouvelle pas son contrat avec l'entreprise. Donc voilà, donc c'est vraiment de la souplesse. Ou la notion de loyer saisonnier. Je prends un cas classique que j'ai parmi mes clients, ce sont les pâtissiers, les chocolatiers et pâtissiers chocolatiers. Ils ont 2 moments forts dans l'année, c'est Pâques et Noël. Donc à ce moment-là, ils travaillent énormément. Alors, ils travaillent toute l'année, mais ils travaillent énormément. Quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Plus que la normale. Ouais, tout à fait. Là, c'est vraiment des cadences de fou. Ils travaillent énormément pendant ces périodes-là. C'est dire, pourquoi pas avoir effectivement des loyers plus forts après ces périodes-là, et puis des loyers plus faibles à des moments où il y a un peu moins de chocolat qui est vendu. Donc ça, c'est totalement possible. Je prends par exemple, pareil, financer, quand je dis qu'on peut tout financer en leasing, sont les portiques de lavage pour laver les voitures. Les voitures, on les lave beaucoup plus au beau jour, au printemps et en été qu'en plein hiver. Pourquoi payer toujours le même loyer alors que vous n'avez pas forcément les mêmes rentrées. Exactement. Donc voilà, donc là, ces contrats-là apportent de la souplesse. Autre intérêt aussi, c'est qu'on parle de loyer. Donc comme on parle de loyer, c'est-à-dire que l'intégralité du loyer rentre dans les charges. C'est-à-dire que dans votre compte de résultat, au niveau des charges, vous allez pouvoir déduire la totalité des loyers. Donc ça, c'est un point important. Pareil, comme on raisonne toujours en termes de loyer, c'est un loyer, l'entreprise n'est pas propriétaire, ça veut dire que le crédit bail ou la location financière ne vont pas alourdir le bilan en termes d'endettement. Alors, surtout la location financière, moins le crédit bail. Pourquoi? Parce que la notion de crédit bail, les banquiers font ce qu'on appelle un retraitement du crédit bail et ils font un calcul pour l'intégrer malgré tout dans l'endettement. Mais ce n'est pas le cas de la location financière. Ou alors s'ils le font, c'est vraiment, comme on dit, un peu à la louche. Mais il n'y a pas la capacité effectivement forcément de retraiter tout ce qui est loyer de location financière dans le bilan. Donc c'est de dire toujours le maintien du ratio de solvabilité. Alors le ratio de solvabilité, c'est un mot un peu barbare comme ça, mais c'est simplement, les chefs d'entreprise le connaissent bien, c'est le rapport entre les fonds propres de l'entreprise et le total du bilan. En clair, c'est son indépendance, c'est son niveau d'indépendance par rapport aux banquiers, par rapport aux financiers. Donc plus ce ratio est élevé, plus il est indépendant. Voilà. Dernier élément, la garantie est plus souple. Pourquoi? Parce que comme c'est l'entreprise de leasing qui achète le matériel, donc en est propriétaire, la propriété du matériel reste la meilleure des garanties. Donc ça veut dire que à 99%, 99,5%, la société de leasing ne demandera pas de caution personnelle aux dirigeants. D'accord. Voilà. Alors moi j'ai connu aussi des dirigeants qui m'ont dit, vous savez, Monsieur Caillard, moi j'ai tellement l'habitude de donner ma caution, un peu plus, un peu moins. Voilà. Bon, en clair, derrière, ça ne veut rien dire. Parce que quand on apporte sa caution autant, même pour les établissements financiers, qu'est-ce qu'elle peut valoir? Voilà.
Donc l'important là, c'est de dire, bah non, je suis en tant que société de leasing, je suis propriétaire du matériel. Bah, si jamais effectivement il y a un problème, vous devez être amené à être en redressement et au pire en liquidation, bah, moi je récupère mon matériel. Voilà. Donc à moi de le récupérer et de le revendre pour perdre le moins d'argent possible. Bien sûr. Voilà. Alors la société de leasing, forcément, dans l'étude qu'elle va faire, ou le banquier qui va faire dans son analyse de dossier, ça va être important de dire, bah, est-ce que l'entreprise elle a un risque de ne pas me payer dans un an, ou si elle a un risque de ne pas me payer dans 5 ans. Ça n'a pas le même impact sur la durée par rapport à la durée du financement. Voilà. En inconvénient, alors j'ai cherché, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais bon, je ne suis pas forcément très objectif. Donc si parmi nos spectateurs, il y en a qui disent « Ouais, moi j'ai vu plein d'inconvénients », qui n'hésitent pas à en faire part, évidemment. Effectivement, sur Facebook, si vous pouvez nous faire part de quelques inconvénients ou quelques cols qui nous permettront de challenger un peu notre attention, je ne cherche pas le bâton pour me faire battre. Hein. Non, mais juste pour être le plus clair possible. Donc moi, j'en ai cherché. Évidemment, c'est ce que j'ai mis. C'est une solution de financement qui a un coût. Alors, je dis qu'il y a un coût. C'est forcément une solution qui est dans le marché, évidemment, mais qui va avoir un coût un petit peu supérieur par rapport à un crédit. Ceci étant, on est sur des taux d'intérêt, mais vraiment tellement bas aujourd'hui, quand on sait ce qui se pratique en termes de crédit, voilà, en crédit bail, c'est un petit peu plus élevé que le crédit, mais ça reste des taux d'intérêt qui restent mais vraiment très 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 corrects. Et c'est surtout par rapport effectivement à la souplesse et aux avantages que ça apporte. Voilà. Et c'est ce que je mets ensuite. C'est-à-dire que c'est un coût certes, mais en fait ce coût correspond à l'exploitation du matériel. C'est-à-dire que quand une entreprise dit j'ai besoin d'acheter un nouveau véhicule, un utilitaire, ça correspond à un besoin. Quand une entreprise d'agroalimentaire a besoin d'une nouvelle machine pour emballer une operculeuse, ça correspond à un besoin. Elle a un chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà. Ça peut être aussi, on en parlait tout à l'heure, Sofiane, un transfert de charge. J'ai un crédit bail qui se termine, je payais 1500, je vais payer 1550. Donc voilà, donc j'ai 50 € de supplémentaire par mois. Ou une économie réalisée. Je suis sur une chaîne de production, je décide de robotiser cette chaîne. Cette chaîne va me permettre, en tant que chef d'entreprise, de réduire, d'économiser un poste. Alors, un poste chargé, grosso modo, on n'est pas loin entre 2500 et 3000 € aujourd'hui. Donc, c'est avec les charges. Donc, c'est intégré à une stratégie. Exactement. Tout est pensé, effectivement. Voilà, c'est vraiment l'envisager dans la stratégie globale de l'entreprise. Voilà. Donc j'en viens à un des points que je voulais évoquer. Donc je suis parti sur les généralités. Donc maintenant sur un des points que je voulais développer, c'est vraiment l'outil d'aide au développement des ventes. Premier élément, donc là on est vraiment plus sur la partie fournisseur, le fournisseur du matériel qui a soit vend des véhicules, des tracteurs routiers, des utilitaires ou autres, ou des machines de production, pléthore de matériel. Donc toutes les entreprises qui vendent du matériel peuvent être intéressées par ce type de financement. Dernier exemple que j'ai en date, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un salon, une belle entreprise qui vend des machines pour faire des gouttières. Donc c'est dans l'usage du bâtiment. Donc ils proposent une machine, des profileuses qui fabriquent des gouttières à destination de tous les couvreurs, charpentiers et menuisiers. Donc c'est hyper intéressant. C'est des machines grosso modo qui sont à peu près vendues 30 000 €. Il dit ils les vendent 30 000 €. Moi je lui dis plutôt que de 30 000 €, parlez plutôt d'un loyer à 500 €. Ça va être beaucoup plus parlant pour votre client. Pourquoi ? Parce que 500 € par mois, lui, il l'intègre par rapport au chiffre d'affaires qu'il peut développer, c'est tout de suite plus parlant. Et puis c'est surtout 30 000 €, ça peut faire des sommes effectivement importantes, par exemple pour un artisan. Voilà. Petite parenthèse. C'est un investissement, clairement. On parle d'un investissement de 30 000 €. C'est ça. Alors pour une entreprise, 30 000 €, c'est pas forcément grand-chose, mais pour un artisan, ça peut quand même représenter un montant. Et logiquement, l'artisan, dans son entreprise, peut se dire oui, mais si je sors 30 000 € dans une machine aujourd'hui, est-ce que je vais avoir est-ce que je vais avoir le retour sur investissement espéré ? C'est vrai que de raisonner à ce moment-là plutôt sur du 500 ou 600 € par mois,
Ah bah c'est de se dire, c'est quand même beaucoup plus souple. Il sait qu'il va avoir des pics d'activité, des moments un peu plus bas, mais grosso modo, il peut aussi. Je dis beaucoup grosso modo, quoi. Ouais, alors je vais faire attention, je vais me faire une tape à Mais ça chaque lui fois que je leur dis. permettra aussi de calculer un seuil mensuel pour aller Exactement, rentabiliser ses 500 euros. exactement. Ben, je te remercie, Soufiane, parce que je pense que Ah, tu as anticipé, désolé. effectivement, voilà. Mais voilà, je le mets ici. Donc, c'est proposer un loyer plus facile à appréhender qu'un montant brut. Voilà, je dis ici, parler plutôt de 60 loyers de 1200 euros qu'un investissement à 67 000. Alors, on est des fois sur des machines à 200, 300, 400 000 euros. Ça fait des sommes importantes. Ben voilà, ramener ça en termes de loyer, c'est tout de suite beaucoup plus compréhensible. Voilà. Proposer aussi un loyer en adéquation avec le coût de production de son client. Je reprends l'exemple de mon fabricant de machines à profileuse pour faire des gouttières. Lui, le raisonnement avec les charpentiers, et, les couvreurs, pardon, il raisonne en mètres linéaires. Le couvreur sait qu'il va faire tant de mètres linéaires dans l'année. Son objectif, dans son business plan, il sait qu'il fait tant de mètres linéaires. Ok. Et donc par rapport à ça, bah, c'est un calculer le loyer ramené effectivement à son nombre de mètres linéaires qu'il va faire dans l'année. Donc voilà. Donc proposer un loyer en adéquation avec le coût de production de son client. Ça peut être bah, l'entreprise qui vend des véhicules, et notamment des véhicules de société pour les commerciaux, voilà, bah, c'est le kilométrage à l'année. Voilà. Vraiment, à chaque fois, c'est adapter son discours commercial en tant que fournisseur, mais le transférer en termes de loyer pour que ce soit plus parlant pour le client. Un avantage direct aussi pour le fournisseur, pour l'entreprise qui vend le matériel, bah, c'est en termes de trésorerie. C'est-à-dire que quand elle livre le matériel, elle est payée immédiatement par la société de leasing. Voilà. Alors elle peut aussi décider de vendre directement à son client, qui va peut-être négocier une traite, qui va peut-être négocier effectivement des délais, des choses comme ça. Là, ce n'est pas le cas. L'entreprise livre le matériel, elle est payée, on va dire, à peu près 72 heures après, par virement, elle est payée. En termes de trésorerie, ce qui est important aussi, bah, c'est que deux choses qui se pratiquent de plus en plus, et heureusement à mon sens, c'est de négocier des acomptes. Quand vous avez une machine qui est conséquente, bah, c'est de demander un acompte de 20 ou 30%. Voilà, ça a son utilité. Ça implique le client au final, puisqu'il s'engage, et puis pour le fournisseur qui, lui, doit fabriquer la machine ou doit la faire importer, et ainsi de suite, bah, c'est vrai que c'est important aussi de percevoir un acompte. Donc sachez qu'il y a des sociétés de leasing, je ne dis pas toutes, mais il y a des sociétés de leasing qui acceptent de financer ces acomptes. Voilà. Toujours dans le même raisonnement, le service apporté à l'entreprise, au client, c'est de dire bah, ne mobilisez pas votre trésorerie s'il y a un délai de 4 mois de livraison, ne mobilisez pas 30% du prix de la machine en acompte, ne mobilisez pas votre trésorerie, faites-le financer. Voilà. Ensuite, bah, pour le fournisseur qui vend le matériel, bah, la possibilité de vente additionnelle. On parlait tout à l'heure bah, de full service, d'entretien, de consommables, d'assurance, du service, une visite annuelle, 2 visites. Voilà. Donc tout peut être intégré. Voilà. D'accord. Si, je vais dire, je vais faire un calcul, si les 2 visites, deux visites par an, ou une visite par an, pardon, plus un suivi, une espèce de hotline, c'est 1200 euros à l'année, bah, c'est dire, bah, c'est pas 1200 monsieur le client, c'est 100 euros par mois. Donc c'est 100 euros qui viennent se rajouter à vos 1200 euros de loyer. Donc vous payez 1300 euros, tout inclus. Voilà. Le client, lui, il est intéressé parce qu'il ne veut pas savoir à régler une facture de 1200 euros dans un an. Voilà. L'entreprise, le fournisseur, il ne va pas forcément avoir envie de relancer en permanence son client pour dire « Ah oui, mais ma facture d'entretien », et ainsi de suite. Voilà. Donc Alors, là, je pense que ça, c'est révisable au cours du contrat. Enfin, oui, par on rapport à peut ajouter l'entretien, des... exactement. Oui. Ouais, tout à fait. Alors c'est un point effectivement, là tu anticipes aussi, mais Ah, non, tu as raison. C'est par rapport à tout ce qui est adjonction de matériel. C'est-à-dire que l'entreprise a investi dans un matériel et puis elle a besoin d'un matériel supplémentaire qui se rajoute à cette machine-là. Bah, c'est vrai qu'avoir un contrat de location de leasing, c'est beaucoup plus simple parce que on va faire un nouveau contrat qui va se rattacher au précédent contrat. d'accord. Donc là, le matériel qui sera rajouté à la machine initiale, bah, ça fera peut-être 300 euros de plus par mois. Mais ça va se rajouter, voilà, un nouveau contrat qui va se rajouter. Donc par rapport à l'adjonction de matériel, le contrat de location se prête très très bien. Je peux te couper, Jérôme, ou Oui. pas? Parce qu'on a une question sur Facebook d'Emmanuel Bagas, c'est ça, Anne-Sophie? Ouais. Qui te dit, donc Jérôme, tu parles d'investissement à gros montant. Existe-t-il un montant d'investissement minimum pour utiliser le leasing? Merci Emmanuel.
pour cette question. Oui, oui, bonne question, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait part. Il n'y a pas véritablement de Ce montant que j'entends minimum. derrière cette question, c'est que Ouais. c'est peut-être un inconvénient par rapport au- à la solution que tu proposes. Donc, tout à l'heure, tu parlais Ouais. d'inconvénients. Ah Est-ce que oui. c'est un Ah inconvénient? oui. Est-ce que le voir comme un inconvénient? Non, parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement de minimum. Il y a des sociétés de leasing qui sont spécialisées alors, de ce qu'on appelle du petit ticket. Alors, c'est à partir de 2000, 3000 euros. Alors après, c'est aussi la question de se poser la question, si je fais un investissement de 1500 euros, quel est l'intérêt aussi de l'étaler sur 60 mois? Bon, on peut raisonner effectivement en termes de loyer pas cher ou autre, mais bon, quand on arrive à des montants comme ça, bon, voilà. Par contre, souvent, je vais prendre par exemple un restaurant qui va pouvoir investir dans un TPE, terminal de paiement, des caisses qui va pouvoir. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Tout cumulé, chaque machine fait peut-être 1000, 900 ou 1000 euros ou 1500 euros, mais tout cumulé, on arrive quand même à 5, 6, 7 000 euros. Oui. Donc voilà. Donc il y a des sociétés de leasing spécialisées dans ce qu'on appelle du petit ticket. Donc j'irais grosso modo, je me tape. On part de 2000 euros et on peut monter à plus de 2 millions, 3 millions. D'accord. Voilà. Donc, ce que j'entends là, c'est qu'on peut avoir un contrat qui porte sur plusieurs matériels. Ah, complètement, D'accord. complètement. C'est vraiment le devis du fournisseur est la base d'étude pour la société de leasing. Charge à elle d'accepter ou pas de financer l'ensemble des matériels ou pas, mais généralement, c'est un ensemble. Je vais reprendre un autre exemple qui va aller dans ce sens-là. Les salles de sport. Les salles de sport, je pense à elles parce que forcément, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, ce qu'elles traversent est très très compliqué à avoir été fermé. Une salle de sport, il y a des machines, il y a des tapis de course, Hmm. des elliptiques, pour de la musculation. Vous avez vraiment plein d'éléments, mais vous avez aussi tout ce qui est haltères, les poids, les tapis, et ainsi de suite. Donc vous avez un global de matériel à financer. L'entreprise qui est la salle de sport, qui va générer un chiffre d'affaires avec des adhérents qui vont venir se dépenser et venir se muscler et se remettre en forme dans ces salles-là. Son chiffre d'affaires, c'est les cotisations de ses adhérents. Mais elle a besoin de tous ces équipements-là. Si vous rentrez dans une salle de sport et qu'il n'y a aucun équipement, vous n'allez pas avoir envie de rester. Donc, sachez que pour une salle de sport, je dirais de taille moyenne, l'investissement global en termes de matériel, ça se monte vite à 70, 80, 90 000 euros. D'accord. Donc ça reste chose conséquente. Par contre, dans ces 90 000 euros, vous aurez peut-être 5 rameurs, vous aurez 6 tapis de course, vous aurez des haltères, vous aurez des ballons, vous aurez des tapis. Voilà, mais c'est un global, mais tout peut être financé par le leasing. Donc pour répondre à la question, il n'y a pas véritablement de montant moyen. Il n'y a pas vraiment de montant supérieur, c'est de regarder l'acceptation et la faisabilité de l'opération. Je reviens sur mon fournisseur. Lui aussi, le fait d'avoir que les dossiers soient financés en leasing, il va pouvoir gérer son parc de matériel. Alors là, c'est typique du cas du concessionnaire automobile, par exemple, le photocopieur, le concessionnaire de camions, tracteurs routiers. Voilà. Il sait qu'avec ses clients, il a un contrat, il lui a vendu sous forme de leasing le camion, par exemple, et dans 5 ans, le client va renouveler le camion. L'entreprise de transport, typiquement, son but à elle, c'est de transporter des marchandises. Voilà. Son moyen d'exploitation principal, c'est le camion. Le camion, certes, mais c'est surtout la remorque, parce que les marchandises sont installées dans la remorque. Le camion, lui, il est là que pour tracter la remorque. Voilà. Et donc, ce camion-là, ce qu'on appelle dans le jargon un tracteur routier, il tracte la remorque, il va être renouvelé, lui, tous les 5 ans. Pourquoi ? Parce que, en termes de consommation, en termes d'entretien, parce qu'un camion, au bout de 5 ans, il coûte un petit peu plus cher en entretien qu'un camion neuf, il a une valeur au bout de 5 ans. Au bout de 7 ans, au bout de 8 ans, il a une valeur moindre. Donc l'entreprise, le locataire, il a tout intérêt, l'entreprise de transport a tout intérêt à renouveler son camion régulièrement pour garder une valeur du matériel et de le renouveler pour toujours avoir un équipement neuf pour pouvoir répondre à la demande de ses clients.
comme elle doit transporter une marchandise, elle ne peut pas se permettre d'avoir un camion qui tombe en rade sur le côté de la route et de perdre une demi-journée. Voilà, par rapport. Donc voilà, il y a toutes ces logiques qui interviennent, qui sont dans la logique de l'entreprise, et donc le leasing vient soutenir cette logique-là. D'accord. Voilà. Et donc l'idée, c'est aussi, pour quand on gère son parc de matériel, quand une grosse partie est financée en leasing, c'est anticiper le renouvellement des matériels. Le commercial dans le photocopieur, il le sait parfaitement. Il fait des contrats de location sur 3 ou 4 ans, mais au bout de 2 ans, il revient voir son client. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une nouveauté, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Et puis à loyer équivalent, on parlait de transfert de charge, à loyer équivalent ou à 5 ou 10 euros près, autant avoir un matériel neuf. Voilà. Donc on est vraiment sur cette technique de renouvellement. Voilà. Malheureusement, on se lasse aussi des différents équipements qu'on peut avoir à un moment donné. Souvent sur des équipements informatiques, l'obsolescence arrive assez rapidement. Très rapidement, tout à fait. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose. Voilà. Écologiquement parlant, c'est plus que discutable. Donné, effectivement, l'informatique, c'est le cas typique. Là, je parlais tout à l'heure de décote de valeur des matériels. L'ordinateur portable, quand vous sortez de la FNAC après avoir acheté un ordinateur, il ne vaut plus rien. J'exagère, mais il a tellement décoté. Voilà. Donc, c'est typiquement, on est là pour le coup sur des ordinateurs portables pour l'entreprise, on est sur des durées de financement courtes. On est sur des durées de 24-36 mois. Pareil, sur tout ce qui est serveur, pour améliorer le serveur. Au bout d'un moment, les entreprises qui financent, en leasing, qui financent que du parc informatique, je veux dire, ils financent plus rien de matériel. Puisqu'ils financent des renouvellements de serveurs, de ci, de ça. C'est plutôt des câbles. Finalement, ils financent des câbles, donc ça n'a pas de valeur en soi. Mais c'est pas grave, parce que c'est la valeur de l'entreprise, c'est la valeur de l'entreprise qui fait la qualité du dossier. Voilà. Je reviens sur un point par rapport à tout à l'heure. En termes de choix, en termes de loyer, je ne l'ai pas évoqué, mais le client aussi, il a le choix entre des périodicités de loyer. Le plus classique, ça va être le loyer mensuel, qui est le plus parlant. Je vais parler là. Mais en informatique, par exemple, c'est beaucoup le loyer trimestriel. Voilà. On n'est pas forcément sur des gros montants, mais c'est un loyer trimestriel. Dans le milieu agricole, on va plutôt parler de loyer semestriel, voire annuel. Pourquoi ? Parce que, je dirais, l'agriculteur, lui, il prend un nouveau tracteur, une nouvelle moissonneuse, mais par contre, il souhaite payer que quand il a la nouvelle récolte. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a une adaptation par rapport à ça. Dernière chose aussi, pour développer les ventes, c'est aussi de dire à son client les effets des reprises. Souvent, le fournisseur va dire, je vous vends le nouveau matériel, mais ce que je peux faire, c'est que je vous reprends l'ancien. Je vous reprends l'ancien d'une certaine valeur. Ok. Mais c'est un matériel qui est ancien, qui est totalement amorti dans les comptes de l'entreprise. Donc l'intérêt, c'est de dire, moi je vous le reprends, je vous vends une machine pour 60 000 euros et je vous reprends l'ancienne pour 10 000. Voilà. Donc vous avez le choix, monsieur le client, soit vous faites un crédit de 50 000 euros, soit vous refaites un leasing de 60 000 euros, mais en premier loyer, on va mettre les 10 000 euros de reprise. Ça va avoir un avantage fiscal pour l'entreprise. Voilà. Donc ça fait partie, je dirais, des développements ou des questions qui peuvent arriver plus tard. Des développements, c'est les avantages fiscaux qu'on peut avoir. Voilà. Donc il y a pas mal d'éléments qui font que une entreprise qui vend des matériels peut se dire ça peut être quand même malgré tout intéressant de mettre en place ce système-là. Alors pas forcément en interne, automatiquement et ainsi de suite, mais c'est simplement je dirais, de former l'équipe commerciale à ces nouveaux schémas de pensée. Souvent, moi, ce que je peux entendre, malheureusement encore, c'est des commerciaux qui me disent « Non, mais mon client n'en a pas besoin. » Non, mon client, il a ce qu'il faut, il a de l'argent. Alors, s'il ne l'a jamais envisagé, si on ne lui a jamais proposé cette solution-là, voilà. Effectivement, le besoin ne peut pas le formuler. Exactement. Il ne formule pas, il ne pose pas la question. Et il y a des fois où c'est le client qui dit « Mais est-ce que vous ne pouvez pas me proposer une solution de leasing ?» Pour certains aussi, se dire le client qui demande si on peut faire un leasing, pour certains, malheureusement, ça fait partie des croyances, c'est dans leur tête, c'est « Ah, mon client n'a pas d'argent. Il n'a pas les moyens. » Non,
C'est simplement que c'est 60 000 euros, plutôt que de mettre dans sa trésorerie, plutôt, ben, il veut plutôt le faire d'une autre manière, ce qui est totalement légitime. Voilà. Donc éviter effectivement tout ce qu'il est a priori ou de penser effectivement. Le grand danger du commercial, c'est de penser à la place de son client. Non, posez-lui la question. Voilà. Comment vous envisagez? Voilà. C'est pas choquer le client, c'est vraiment s'intéresser en plus à son client. Et comme je disais précédemment, c'est s'intéresser aussi à ses coûts de production, vraiment à sa production. Et on est vraiment là pour le coup dans la découverte totale du client pour bien comprendre comment il fonctionne et d'adapter des outils et de proposer des solutions adaptées. Alors, est-ce qu'on n'est pas là aussi dans un schéma qui nous permet de mieux fidéliser son client? Totalement. Totalement. Ben, vous l'avez mieux compris, vous avez mieux compris votre client, vous lui apportez une solution adaptée. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour fidéliser? Tout se passe bien derrière, le client est content du matériel, il est content que son paiement quelque part soit étalé sur 4-5 ans, ça lui a apporté de la souplesse. Oui, bien sûr, pour le fidéliser, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas mieux, mais oui, ça fait partie effectivement des outils de fidélisation, oui, complètement. Complètement. Et puis pareil, c'est aussi un avantage où le commercial peut se différencier en disant moi j'ai eu le cas une fois, un commercial qui m'a dit ah j'ai pas fait l'affaire. Ah je dis oui ça arrive, c'est vrai que moi aussi je fais pas toutes les affaires, j'ai pas fait l'affaire. Et puis là il me l'avoue et puis il me dit non j'ai pas fait l'affaire, non pas parce que ma machine lui plaisait, mais c'est parce que je lui ai pas proposé le financement en face, mon concurrent l'a fait. Et ça correspondait aux besoins du client. Et là, il m'a dit, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, parce que vu le nombre de fois où tu me sollicites, où tu me dis, bah si, tiens, voilà, parle-en. Et il ne l'avait pas fait, il s'en est mordu les doigts. Voilà, mais bon, ça arrive. D'accord. Le deuxième point que je voulais aborder, qui me semblait important, c'est cette notion centrale pour l'entreprise de diversifier ses sources de financement. Alors sur ce schéma, j'ai indiqué, il y en a d'autres, mais voilà, des grandes masses pour l'entreprise pour pouvoir se développer. Elle va pouvoir faire appel à l'autofinancement, c'est-à-dire payer elle-même, prendre sur sa trésorerie. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un peu le nerf de la guerre, donc pas forcément beaucoup d'intérêt à utiliser sa trésorerie. La seule chose, c'est que par exemple, il faut prendre le matériel tout de suite. J'ai pas le temps. Il y a une super opportunité, j'ai pas le temps, j'ai besoin de l'acheter, donc je l'achète. J'ai pas le temps de passer voir mon banquier, il est disponible que samedi, mais samedi moi je peux pas, et ainsi de suite. Il y a 15 jours d'études pour le dossier, je peux pas attendre, voilà. Donc on est vraiment typiquement là. Ceci étant, malgré tout, il y a une solution derrière. Là, l'entreprise a autofinancé, mais elle a sorti ses 60 000 euros de sa trésorerie, elle se dit c'est un peu dommage. Donc il y a toujours la possibilité, malgré tout, de faire un leasing derrière. C'est-à-dire que le leasing se fera sur la facture acquittée. Donc la propriété du matériel sera retransférée à la société de leasing. Voilà. Pour le terme technique, on appelle ça, désolé encore un anglicisme, c'est normal parce que le leasing vient du monde anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le leaseback. Voilà. Si dans les 3 à 6 mois, l'entreprise se rend compte qu'elle aurait pu faire financer son matériel, elle peut toujours le faire. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Si nos spectateurs l'entendent et certains se posent la question, oui, c'est possible. Deuxième, je dirais, façon de se financer, c'est ce qu'on appelle le crédit classique, le crédit amortissable. Donc là, c'est auprès de sa banque, de sa ou ses banques, auprès de sa banque, faire un crédit amortissable, j'achète le matériel, je suis propriétaire du matériel, la banque me met à disposition les fonds, c'est moi, en tant qu'entreprise, j'achète le matériel directement au fournisseur, donc j'ai une facture acquittée, je suis propriétaire du matériel, et j'ai juste une dette vis-à-vis de ma banque où je le lui rembourse des échéances tous les mois. Voilà. Troisième chose, le crédit bail. Donc, on revient, ça n'a pas une partie du leasing, où là, c'est la société de leasing qui achète pour moi et je paye un loyer. Voilà. Et dernière chose, la location. Alors, j'ai précisé avec ou sans option d'achat. Voilà. Parce qu'on peut avoir effectivement les deux. Voilà. Donc, crédit bail, location, on revient à cette notion de leasing. Voilà. Donc, autofinancement, crédit classique et leasing. Voilà. D'accord. Alors, dans le crédit bail traditionnel, on a la possibilité d'acquérir le matériel. Oui, pareil. Comme en location. Acquérir,
restituer, est-ce qu'on est dans le cadre prolonger. de loyer dégressif avec la possibilité d'acquérir un Alors, c'est matériel possible. avec un capital restant dû ou alors Alors, un il y a, capital nul si on arrive au bout ouais, alors il des y a pas de mensualités ou notion de pas? capital nul, c'est souvent ce qu'on appelle une valeur de rachat à la fin, D'accord, qui est de, on va dire, 1%, un loyer, 2%, 3%. C'est vraiment en fonction de ce qui a été négocié au d'accord, départ. Voilà. d'accord. Mais c'est la même chose en location. La seule différence, alors je fais juste ce petit aparté, la seule différence c'est qu'entre le contrat de crédit bail et le contrat de location financière, la valeur de rachat sera écrite sur le contrat là, elle ne le sera pas là. D'accord. Mais ceci étant, le fournisseur ou le société de leasing peut faire un courrier au client pour lui dire non, au terme du contrat, vous le rachèterez bien pour cette valeur-là. Hmm, Sous réserve, comme pour le crédit bail, que l'ensemble des loyers aient bien été payés, bien sûr. évidemment. Voilà. Voilà, mais ça fait partie des petites différences. Donc, diversifier ses sources de financement. Pourquoi? Je reviens là-dessus. C'est pas parce que je parle du leasing aujourd'hui que forcément je suis en compétition avec le monde bancaire, avec le banquier. Attention, on est vraiment sur une notion de diversification, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la stratégie de l'entreprise, du chef d'entreprise, de se dire quel est mon intérêt pour financer le matériel plutôt en leasing ou plutôt en crédit. Voilà. Je vais te prendre un exemple, c'est le boulanger. L'artisan boulanger, son cœur de métier, fabriquer du pain. Pour fabriquer du pain, il a besoin surtout d'un matériel, un four. Voilà. Ce four, à mon sens, il doit le faire financer en crédit, un crédit amortissable. C'est vraiment le cœur de son métier. Voilà. Mais maintenant, tout ce qui va être périphérique. Donc il a son atelier, il a le four, il fabrique son pain, et devant, c'est la boutique, où là, il vend le pain. Mais la boutique, c'est quoi? C'est des vitrines réfrigérées. Ça va être effectivement des réfrigérateurs quand ils font des ventes additionnelles avec des boissons, des bonbons, des choses comme ça, ou des sandwichs. Donc ce sont ces vitrines réfrigérées. C'est pas le cœur du métier du boulanger. Le cœur du métier du boulanger, c'est de fabriquer du pain. Donc il a besoin du four. Par contre, les vitrines réfrigérées, pourquoi pas le financer en leasing? Le trancheur à pain. Voilà, tu vas demander le pain et la boulangère te propose très gentiment, est-ce que je vous le tranche? Oui, avec plaisir. Voilà, elle met un trancheur. Et ce trancheur, est-ce que le boulanger a un intérêt particulier à être propriétaire de ce trancheur? Non. Voilà. C'est l'idée, effectivement, plutôt de le louer. Et puis, dans 4 ans ou dans 5 ans, se dire, est-ce que je le garde, je ne le garde pas? Est-ce que je remets un autre ou pas? Voilà. Et tout est fait comme ça. Le client que j'ai eu, c'était des vitrines réfrigérées, c'est une supérette. Dans une supérette, elle changeait, ils ont refait tous les travaux dans le magasin pour le remettre au goût du jour. Ils en ont profité pour remettre, pareil, pour renouveler toutes les vitrines réfrigérées. Il y avait un intérêt pour eux en termes d'économie d'énergie. Parce que des vitrines réfrigérées aujourd'hui, qui sortent aujourd'hui, elles sont quand même plus compétitives en termes et moins gourmandes en énergie que celles d'il y a 10 ans. Voilà. Donc, pareil, on les a financées en leasing. Voilà. Ce n'est pas le cœur du métier de la supérette d'être propriétaire de vitrines réfrigérées. Non. Il y a une notion effectivement importante entre le crédit et le leasing, c'est la notion de propriété. Est-ce que j'ai intérêt... Alors, pas la propriété dans le sens être propriétaire, je veux être propriétaire, c'est plutôt dans la notion de patrimoine dans l'entreprise. Il y a des matériels... La durée du matériel. Du matériel. Et puis c'est cette notion effectivement de patrimoine, de valorisation du patrimoine de l'entreprise. Par exemple, en termes de revente, c'est vrai que quand vous devez revendre votre boulangerie, c'est vrai qu'avoir un beau matériel neuf ou quasi neuf dont vous êtes propriétaire, voilà, donc il y a une valorisation du patrimoine. Mais il y a tous ces éléments, je dirais, périphériques. Pourquoi aller les financer forcément en crédit? J'ai dit bien forcément, j'ai dit, c'est pour ça que je mets ici, ça ne rentre pas en compétition. Le but du jeu, ce n'est pas d'opposer les deux. C'est vraiment plutôt de raisonner en complémentarité pour le chef d'entreprise. Juste pour être à cheval sur le timing. Ouais. Alors, juste, voilà, très rapidement, un point important de diversification, c'est parce que la banque, le banquier, votre banquier, il a ses limites aussi en termes de prêt. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon client, vous pouvez être client depuis 20, 25 ans, 30 ans, peu importe. Mais si vous demandez trop de financement et ainsi de suite, au bout d'un moment, il ne peut pas. Il ne peut pas aller plus. Pourquoi? Parce qu'il a des ratios lui aussi à surveiller. Il ne peut pas aller au-delà. Et dans le monde dans lequel on vit, en France aujourd'hui, on a 7 grandes banques qui ont toutes des filiales de leasing notamment, des filiales d'affacturage, d'assurance crédit et ainsi de suite, de caution. Voilà.
tous ces éléments-là sont consolidés. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est ce que je mets ici, voilà, les banques consolident les avoirs et les prêts surtout de leurs clients dans l'ensemble de leurs filiales. Donc, toutes les filiales. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tout est consolidé. Ce qui fait que quand l'entreprise a fait financer son bâtiment, sa flotte de véhicules, un crédit de trésorerie, plus il y a de la facturage, de l'assurance crédit et ainsi de suite, ce qui fait que, on arrive ici à un encours maximum. C'est-à-dire que l'entreprise, la banque nous dira à son client, bah, écoutez, non, je ne peux pas. Elle ne veut pas le dire de cette manière-là, parce qu'elle tient à garder aussi une bonne relation avec son client. Elle va lui dire plutôt, non, on va attendre plutôt le prochain bilan. Sauf que vous clôturez au 31 mars, on est là mi-janvier, 31 mars, ça veut dire que le bilan n'est pas disponible avant fin juin, début juillet. Non, mais l'entreprise, elle ne peut pas attendre juillet, elle a besoin de son investissement maintenant. Donc voilà, donc c'est important. Donc l'intérêt effectivement de la société de leasing, c'est-à-dire qu'elle est souvent en dehors, sauf si c'est la société de leasing de la banque. Là, effectivement, il y a une consolidation des encours, mais une société de leasing à part, elle va dire, non, moi je peux prêter, moi j'ai pas d'encours maximum chez vous. Voilà. Donc il y a une souplesse aussi par rapport à ça. Alors je vais, c'est marrant parce que bon, c'est pas grave. C'est pas la première fois que je le vois. Pardon. Je vais zapper un petit peu parce qu'on est un peu court en timing. Oui. Je vais zapper cette partie-là. Pareil, l'allocation est une solution plus souple pour s'adapter aux coûts unitaires. La saisonnalité, on en a parlé tout à l'heure. L'adjonction, on en a parlé aussi. Notion de budget d'investissement, budget de fonctionnement. Une entreprise dit, voilà, moi j'ai un budget d'investissement de 2 millions cette année. Voilà. Donc c'était prévu, c'est pensé, une nouvelle ligne, et ainsi de suite. Donc c'est gros investissement. Donc j'ai mes 2 millions. Mais entre-temps, la machine de fin de ligne, qui n'est pas prévue dans le budget, elle donne des signes de faiblesse. Donc je vais produire, et tout à la fin de ma ligne, j'ai une machine qui n'est pas efficace. Donc je vais avoir des super rendements, une super rentabilité, des cadences, tout va bien, et en bout de ligne, non, ça ne va plus. Donc j'ai besoin de renouveler cette machine-là. Ouais. Oui, mais j'ai plus de budget, moi. J'ai plus de budget, comment je fais ? On passe sur du budget de fonctionnement. Et là, ça rentre dans le leasing. Donc on est sur un budget de fonctionnement qui sort du budget d'investissement, ce qui permet à l'entreprise de dire « oui, je peux quand même y aller ». Voilà. Donc ça, c'est un peu important. La déconsolidation, là, on est plutôt sur une notion de norme comptable internationale. On revient sur cette notion de budget d'investissement quelque part. On parle de la filiale d'une entreprise, filiale d'un groupe à l'international. Et ce groupe, pour des questions comptables et de présentation de bilan, au niveau de la bourse et ainsi de suite, dit « non, pas d'investissement ». C'est-à-dire que vous, mes filiales, vous vous débrouillez comme vous voulez. Je vais vous demander de faire plus 10% tous les ans, mais pas d'investissement. Il n'y aura pas d'investissement. Et donc là, c'est une notion importante, c'est de passer plutôt par le leasing, la location financière, pour justement pouvoir être ce qu'on appelle de la déconsolidation, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans l'endettement. Et donc là, ça apporte plus de souplesse. Je vais un petit peu vite là pour accélérer. Là, je reviens effectivement sur un point, je viens sur un point. Pourquoi passer par un courtier par rapport à tout ce que je vous ai expliqué ? C'est surtout par rapport au gain de temps pour le chef d'entreprise. Chef d'entreprise, un petit peu par confort, par méconnaissance, et puis surtout parce qu'il n'a pas le temps. Un chef d'entreprise doit tellement faire de choses qu'il n'a pas le temps de se dire tiens, je vais solliciter ma banque, je vais solliciter un autre établissement et un troisième pour pouvoir comparer. Non, il n'a pas le temps de ça. Il n'a pas le temps d'envoyer 4 mails différents avec toutes les pièces jointes, avec tous ces éléments. Il n'a pas le temps de ça. Donc c'est de déléguer cette partie-là à un courtier qui, lui, a la connaissance, je reviens ici, la connaissance du milieu bancaire et de ses partenaires financiers pour pouvoir, entre guillemets, arroser, par exemple, ou simplement pour dire, voilà, pour tel matériel, moi, parmi mes partenaires, j'en ai qui sont spécialisés dans ce type de matériel, donc qui sont plus à même de comprendre votre besoin et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et dernièrement, voilà, aussi pour diversifier les sources, parce que moi, c'est la question que je pose aux clients. Je lui dis, voilà, mais aujourd'hui, vous êtes dans quelle banque ? Vous êtes au Crédit Mutuel. Je vais éviter d'envoyer ma demande au Crédit Mutuel ou à sa filiale de leasing, parce que s'il y a un problème d'encours, ça ne sert à strictement rien. Donc voilà, c'est cette connaissance-là et de pouvoir élargir. Sachant que pour le client, passer par un leasing, ça n'implique pas pour lui de faire, un peu comme pour les particuliers, une domiciliation de revenus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'entreprise elle est client de Crédit Agricole et Société Générale, et puis elle a un leasing via la Banque Populaire.
Mais la Banque Populaire ne lui demandera pas De d'ouvrir un transférer compte, son- d'ouvrir un compte ou de. Alors là, on ne parle pas de transférer, mais plutôt des flux. des flux. Parce que ce qui est important pour le banquier aujourd'hui, c'est de générer du flux. On a vu, les taux d'intérêt sont très bas, les marges bancaires. Alors, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein, loin de là, mais les marges bancaires sont de plus en plus réduites. Mais donc, pour pouvoir gagner, c'est sur les frais généralement qui gagnent et sur la notion de flux. Plus elle aura de flux. Et donc, l'entreprise n'est pas tenue, parce qu'elle a fait un leasing dans une société de leasing, de lui transférer du flux. Donc, elle reste quand même libre par rapport à ça. Donc, cette notion de souplesse et de liberté, c'est quand même pour moi aussi des points importants. Et j'en arrive à ma conclusion. Ça, tu me diras si je suis bien pour le timing. Oui, il est 10h01, tu as une minute de retard. D'accord, allez. Donc pour conclure, le recours au crédit bail, voilà, location financière, une solution qui convient d'étudier systématiquement pour le financement d'un bien, au même titre qu'un crédit. Voilà. C'est vraiment d'étudier les deux. Et c'est simplement le chef d'entreprise, lui, en fonction de ce qu'il recherche, sa finalité recherchée, de sa stratégie du moment, qu'est-ce qui est le plus adapté. Voilà. Mais on pense toujours au crédit, mais c'est de se dire, oui, mais il y a d'autres solutions. Et le banquier du chef d'entreprise, lui, il est tellement habitué, c'est un peu le généraliste, il est tellement aussi habitué à proposer du crédit, qu'il y a des fois, effectivement, il ne pense pas forcément à la solution crédit bail ou location financière. Donc sachez qu'il y a des solutions qui existent, qu'il y a des courtiers, des gens, des spécialistes et des professionnels pour vous écouter, pour comprendre vos dossiers, qui savent aussi comment présenter les dossiers auprès des banquiers. Donc voilà, on a cette connaissance du milieu, on a la double connaissance et du milieu bancaire et de l'activité du fournisseur ou du client. Donc voilà, on essaie de faire cette synthèse pour proposer des dossiers, pour avoir des réponses vraiment adaptées au chef d'entreprise. Je vous remercie pour votre Merci Jérôme. écoute. C'est pas fini, hein, on va se donner quelques minutes quand même pour un échange avec, avec les participants du jour. Pour lancer un petit peu cet échange, moi j'ai une première question. Donc la thématique ce matin, c'était comment booster les ventes avec cet outil qui est le leasing. Comment on inclut cet outil dans une stratégie commerciale? Moi, je pense déjà former l'équipe commerciale. D'accord. Pour moi, c'est vraiment former l'équipe commerciale. Mais c'est quelque chose de très pragmatique. Alors, il y a toute cette partie un petit peu théorique pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, mais véritablement, avec une équipe commerciale, c'est de partir de leur vécu. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment partir de leur vécu. Et à partir de ce vécu, c'est d'adapter le discours pour justement leur donner des automatismes par rapport à ça. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de freins, des croyances. Là, c'est comme toute formation, c'est de partir, je dirais, de leur représentation à ce jour de la partie leasing et autres, et puis de les amener petit à petit justement parce qu'il y a un réel intérêt pour eux à proposer ce type de produit. Comme je dis toujours, c'est pas le leasing qui leur fera vendre leur matériel. C'est pas vrai. C'est eux qui vont le vendre, le matériel. Mais c'est un outil supplémentaire dans leur mallette. Ne pas avoir cet outil-là aujourd'hui, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. D'accord. Voilà. Et les sociétés qui peuvent proposer ce leasing, donc, comment on arrive à les séduire quand on est, nous, entreprise, fournisseur de matériel? La présentation du dossier. Oui. La présentation du dossier. L'étude d'un dossier de leasing, comme de crédit d'ailleurs, alors un peu plus sur le leasing parce qu'il y a quand même la notion de matériel qui est importante. Quand on étudie un dossier, un banquier étudie un dossier de crédit, il va regarder ce qu'on appelle la contrepartie, à savoir la valeur de l'entreprise et surtout sa capacité à bien rembourser. Dans le leasing, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. On ne va pas se leurrer, c'est une étude du bilan, du compte des résultats et ainsi de suite. Donc, ça va être exactement la même chose, de regarder sa capacité à bien rembourser. Mais par contre, en parallèle, il y a aussi la valeur du matériel. Parce que, je le rappelle, la société de leasing est propriétaire du matériel. Donc, c'est de dire aussi, oui, certes, il y a une capacité peut-être un peu moindre. L'entreprise a traversé, on le voit en ce moment, des difficultés, crise sanitaire, crise financière et ainsi de suite. Donc, elle a plus de difficultés, mais malgré tout, elle achète un matériel qui garde une bonne valeur. Donc, l'entreprise de leasing se dit, bon, si jamais ça ne marche pas, je peux toujours quand même récupérer. Et je limite, entre guillemets, ma casse. Voilà, donc ça, ce sont des points importants. Là aussi, c'est aussi dans la présentation du dossier, c'est de comprendre, moi c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, l'économie de projet. C'est-à-dire que
vous, chef d'entreprise, vous m'expliquez que vous avez besoin d'investir ce matériel-là. Moi, la première question que je vais vous poser, je dis pourquoi? Pourquoi vous avez besoin? Ah, parce que je vais augmenter mon chiffre d'affaires, parce que je vais faire des économies, parce que voilà, je vais faire un transfert de charge. Il y a tous ces éléments, et c'est bien de comprendre. Et c'est vrai que nous, on retranscrit, quand on monte un dossier de financement, on retranscrit ces éléments, à savoir que, bah oui, certes, l'entreprise a connu une période difficile, mais elle a un crédit bail qui se termine, où elle payait 1500, elle prend un nouveau, ça va lui coûter 1700 euros par mois, donc elle arrivait avant, pourquoi elle n'y arriverait pas après pour 200 euros de plus, sachant qu'en plus, cette machine va lui permettre d'augmenter sa rentabilité de temps de 10-12% par an, ou de faire l'économie d'un poste, donc d'économiser effectivement un poste salarié derrière. Voilà, donc, il y a c'est vraiment s'adapter. Et je pense que l'importance, c'est c'est comme tout, hein, c'est la découverte du client et de ses besoins. D'accord. Voilà. On a des questions. Demande à l'oreillette. Savoir si tu peux accompagner des entreprises en dehors de l'Indre-et-Loire. Donc, la zone d'intervention d'un courtier, et toi en particulier. Je dirais France entière. France entière. France entière, ouais. Il n'y a pas de réelle frontière. Après, c'est vrai que l'idée, c'est aussi de développer en local, donc ça, c'est quand même très Tout très peut important. s'organiser de manière dématérialisée? Aujourd'hui, complètement. Un dossier, tout se fait téléphone, visio, par mail. Pour des dossiers plus structurés, plus importants, là, il y a besoin, notamment tout ce qui est industriel. Je dirais, en plus, moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est de voir l'entreprise. Donc, c'est d'aller voir comment elle est équipée, son entretien. Et puis, c'est toujours un réel plaisir parce que on a affaire à des chefs d'entreprise, donc des gens qui sont motivés, des gens qui ont envie de donner, d'expliquer leur métier. Donc moi je trouve ça génial. Donc là c'est hyper important. Maintenant effectivement France entière. Moi je travaille avec des apporteurs, ce que j'appelle les apporteurs d'affaires, ce sont les fournisseurs qui basés en région parisienne, région lyonnaise, autour de Nantes ou autre, mais qui ont des commerciaux qui sillonnent eux le territoire national. Donc en fonction de ça, on répond à la demande. Sur des petits dossiers, sachez que alors ce que j'appelle les petits dossiers, c'est on va dire moins de 15-20 000 euros, jusqu'à 15-20 000 euros. Aujourd'hui, on est totalement dans du dématérialisé, et notamment aussi sur tout ce qui est la partie contractuelle. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais tout ce qui est signature électronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le commercial qui se déplaçait chez le client pour lui faire signer le contrat de location ou autre, sur les petits dossiers, c'est quasiment terminé. D'accord. Parce qu'il y a besoin d'efficacité. Et puis c'est surtout une notion de plus-value. Quelle est la plus-value pour un commercial de se déplacer pour aller faire signer un contrat de location? Il n'y en a pas. Donc si on peut le dématérialiser. Et puis l'artisan ou le commerçant ou le chef d'entreprise en face, lui c'est pareil, il ne va pas mobiliser une demi-heure de son temps pour signer. Voilà. Il reçoit le contrat par mail, il le signe de manière sécurisée électroniquement, et la même manière, et exactement la même chose aussi, quand le matériel est livré, il reçoit un procès verbal de réception qui signe électroniquement, et ce qui permet aux fournisseurs d'être payés très rapidement derrière. Donc c'est vraiment des solutions très très souples, et le monde bancaire et le monde du leasing s'est adapté très très fortement justement à ces besoins-là. Ouais. Donc oui, France entière. Alors, je suis désolé pour nos compatriotes corses, et c'est vrai, ça reste difficile effectivement de financer pour. Ah bon? Ouais. Il y a encore beaucoup de réticences. Bon. Et puis tout ce qui est outre-mer. Ouais. Est-ce qu'ils ont un rapport à la propriété? Ouais. C'est c'est toujours ce rapport à la propriété, c'est toujours se dire qu'est-ce que je dois faire si je dois aller récupérer le matériel. Ce qui est moins le cas chez les anglo-saxons par exemple. Oui. Qui n'ont aucun rapport avec la propriété. Non, exactement. Mais c'est pour ça que la notion de leasing au départ, juste pour un petit point d'histoire, la notion de crédit bail, quelque part, quand le leasing a été inventé dans les années 60 pour développer toutes les ventes, la société de consommation, avec tous les travers qu'on lui connaît, mais pour développer la société de consommation, ils ont trouvé des éléments, c'était tout le financement aux particuliers, des choses très rapides, les Sofinco, CTLM, qui sont nés de ça, mais sur la partie pour les entreprises, c'est de la même manière. Donc le crédit bail, le leasing est venu en France dans les années 60, sauf que leasing, ça parlait pas parce que c'est un mot anglo-saxon à l'époque. Aujourd'hui, ça passe sans problème, mais à l'époque, non. Donc on a inventé le terme crédit bail. Et il y a quelques pays en Europe qui parlent plus de crédit bail que de leasing.
Je peux parler de, par exemple, l'Espagne, la France, je crois qu'il y a les Pays-Bas aussi, un pays nordique qui utilise plus la notion de crédit bail, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de propriété derrière. C'est-à-dire que historiquement, pour pouvoir convaincre le client, l'entreprise de dire je vais le louer, mais je veux quelque chose quand même à l'arrivée, on va vous écrire monsieur que vous l'achetez bien à la fin et on va vous l'écrire sur le contrat. Mais dans les faits, dans les usages, tout se fait et de manière en plus totalement transparente. Donc il y a vraiment sécurisation totale pour le client. Ouais. D'accord. Est-ce que nous avons d'autres questions? Bon, je pense que ça a été très clair. On a pris le temps qu'il fallait pour pouvoir balayer toutes les facettes du leasing. Alors, on va parler de pas forcément toutes, mais... On va essayer de moins utiliser d'anglicisme parce qu'on commence à voir des messages de l'Académie française. Oui, je vais être mis à l'amende. C'est ça. Ouais. Donc, merci pour cette intervention. Merci pour ce sujet qui était très riche et très intéressant, qui faisait écho donc, au précédent Petit Déj Pro sur comment organiser sa campagne commerciale. Là, on découvre un outil qui est très intéressant. Je donne rendez-vous aux participants au mois prochain. Je n'ai pas la date, peut-être qu'on peut me la glisser dans l'oreillette que je n'ai pas, hein. Le 4 février. C'est la télépathie là. Voilà, c'est ça. Le sujet n'est pas déterminé encore, mais vous recevrez très prochainement donc une invitation. En présentiel ou en distanciel, on ne sait pas encore, hein. Un invité surprise au Micron s'est invité ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc on est obligé de basculer sur du distanciel. On espère retrouver nos participants ici sur place très prochainement. Au nom de l'ERET et du Rubixco, on vous souhaite encore nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et on vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.